Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie, comme d'habitude, comme d'hab, de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu particulier pour plusieurs choses. Déjà, il est très long, il est beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude d'écouter, ce que j'ai l'habitude de poster. Mais c'est dû à sa deuxième particularité qui est que c'est une interview pour la première fois. J'ai l'honneur d'accueillir un invité sur le podcast de Bee Boost. Alors, ça n'est pas quelque chose qui va devenir récurrent. De base, je préfère être toute seule et m'adresser à vous. Mais là, quand je vais vous expliquer pourquoi j'ai tourné ce podcast, et ce qui m'amène à la troisième particularité, c'est que c'est un sujet qui a moins à voir, qui est moins en rapport avec ce que je propose d'habitude. Mais voilà, comme c'est un sujet que je ne maîtrise pas, j'ai fait venir un invité qui, lui, le maîtrise sur le bout des doigts. Bon, je m'embrouille, donc je reprends de zéro. Vous le savez parce que je sais que vous le vivez aussi. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout de suite, très rapidement, on tombe dans le milieu du web marketing, du milieu des réseaux sociaux. On voit des gens qui font des formations. Du coup, comme on s'intéresse à ça, on a des pubs Facebook plus ou moins pertinentes avec des gens qui nous promettent des sirènes, etc. Et je suis sûre que vous avez déjà vu cette pub, soit sur Instagram, soit sur Facebook, du style Laura a 25 ans, elle vient d'acheter 3 appartements, elle est rentière, etc. Elle gagne sa vie comme ça, elle voyage. Et c'est vrai que du coup, moi, je voyais passer ces pubs 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois. Plus de ça, je voyais plein de gens qui faisaient des formations sur investir en immobilier. J'avais l'impression que c'était la nouvelle mode d'acheter des appartements, puis de les financer avec les crédits des futurs appartements, etc. Et j'avais l'impression que c'était un énorme effet de mode et que quand on était entrepreneur, on devait obligatoirement investir et plus spécialement investir dans l'immobilier. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que je me dis, bon, quand on est entrepreneur, la retraite, bof, on va pas compter sur l'URSSAF, il faut investir l'argent, il faut se préparer son petit matelas de sécurité, puis l'immobilier, c'est vrai que c'est rentable, c'est plus rentable aujourd'hui qu'un plan d'épargne logement ou que même un livret A, on va pas se mentir, mais ça me paraissait quelque chose de très compliqué d'investir en immobilier et surtout j'avais l'impression qu'il y avait un effet de mode qui appelait des gourous et qui appelait des gens qui faisaient des formations de merde, voilà, pour être très franche avec vous. Et du coup, plutôt que de m'intéresser à ce sujet toute seule dans mon coin, je me suis dit mais pourquoi ne pas faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui est entrepreneur, investisseur dans l'immobilier depuis 10 ans, depuis 15 ans et lui poser toutes mes questions et en plus enregistrer ça sous forme de podcast, d'interview, d'entretien pour vous en faire bénéficier aussi. Alors voilà, du coup, c'est vrai que c'est un podcast qui change un petit peu de ce que je fais avec Bee Boost parce que tout simplement, c'est une démarche personnelle que moi j'ai accomplie, que je partage avec vous de manière publique pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Et franchement, même si vous n'avez pas envie forcément d'investir dans l'immobilier tout de suite, je vous conseille d'écouter l'entretien parce que Nicolas, du coup mon invité Nicolas Popovic de Immobilier et compagnie, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et puis c'est vrai que parfois on dérive un petit peu du sujet, on parle plus d'entrepreneuriat au sens large du terme, on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle de rapport à l'argent et c'est vraiment, moi c'est un entretien que j'ai adoré, on a passé beaucoup de temps à l'enregistrer, on s'est éclaté. Et pour vous faire un petit teasing, j'ai aussi, moi de mon côté, enregistré une interview avec lui qui parle plus de l'entrepreneuriat, du féminin, d'être une femme entrepreneur, etc. Et de débuter son activité, qui va apparaître sur sa chaîne YouTube. Mais ça, je vous en reparlerai en temps et en heure. Du coup, l'épisode est déjà assez long comme ça, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps dans cette introduction et tout de suite, je fais place à mon entretien avec Nicolas et j'espère que ça vous plaira autant que moi, je me suis éclatée à échanger avec lui. Bonne écoute à tous. Hello Nicolas. Alors, du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité à mon audience puisque je pense que personne ne te connaît. Alors, merci Aline de m'avoir invité. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Nicolas Popovic. J'ai un problème avec mon âge, donc je ne sais pas que je veux pas te le donner. Je suis de 82, voilà. Et faites les maths. oui, bon, non, voilà, j'ai un problème avec le temps de manière générale. Et donc, je suis à mon compte depuis... alors, je réfléchis parce que j'ai commencé en tant qu'indépendant en 2003. 2002. Et j'ai créé ma première entreprise en 2004 dans l'immobilier.
Et donc j'évolue dans l'immobilier depuis même plus longtemps que ça, parce que même quand j'étais indépendant et salarié, j'étais dans l'immobilier. Et aujourd'hui, depuis 2015, je suis sur Internet et je continue l'immobilier. Alors quand je dis immobilier, c'est un terme générique, je vais apporter des précisions. Ça veut dire, 1, que je fais de l'achat-revente sous forme de marchand de biens. 2, que je fais de la location sous forme de bailleur à titre privé. Donc j'ai des sociétés, des SCI, tout le monde sait ce que c'est en général, sociétés civiles immobilières, qui possèdent des biens qu'elles relouent à des particuliers, ou des entreprises d'ailleurs, parce que je n'ai pas que des particuliers. Et après, durant ce cursus donc, qui touchait à ces métiers, j'ai passé des diplômes dans l'immobilier sans surprise, parce que de par mon travail, en fait, j'ai eu une forme de frustration à un moment donné. Il y avait des agences immobilières avec lesquelles je travaillais, et je me suis dit tout simplement qu'elles prenaient des frais d'agence, que j'étais pas plus bête qu'elles, que je pouvais moi aussi prendre ces frais. Et force est de constater qu'on ne peut pas tout faire et que donc je n'ai jamais pris ces frais pour moi puisque je n'ai jamais créé d'agence immobilière. J'ai pourtant passé le diplôme, mais voilà, au moment de créer l'agence immobilière, j'ai préféré créer une chaîne YouTube et un site internet du nom de Immobilier Compagnie. Et c'est sous ce terme-là qu'on me retrouve facilement sur Internet. Et tu cartonnes d'ailleurs sur YouTube. J'ai vu que tu n'étais pas loin des 10 000 abonnés et tout. Tu cartonnes. Alors... non. Mais ne casse pas le mythe. Mais là, oui, si, je suis obligé. Disons que à un moment donné, ça a fonctionné, oui. Et puis, si on doit parler de YouTube, j'ai un peu perdu la foi. J'ai perdu un peu le truc de YouTube parce que comme toute chose, en fait, quand on s'en éloigne, moi j'adore ça, j'ai très envie d'y revenir, mais je crois que les 10 000 abonnés se sont faits sur d'anciennes vidéos, et il y a une certaine forme de continuité autour de tout ce que j'ai pu faire avant, mais aujourd'hui j'ai énormément de mal à revenir sur le format YouTube, parce que, d'abord je vais pas mentir, je suis tombé un petit peu amoureux du podcast, parce que depuis que je faisais des vidéos face caméra, je me disais... Tu donnes des conseils et ils n'ont pas besoin de te voir pour entendre et écouter ce que tu dis. Ils peuvent tout simplement t'écouter. Et donc le podcast s'est avéré être une évidence pour moi par rapport à des conseils purs et simples. Et par contre, sur YouTube, j'aimerais montrer des choses, quoi, tu vois. Et je crois que le blocage vient de là d'ailleurs. C'est que j'ai envie de montrer des choses et en même temps, je ne peux pas montrer mon actualité immobilière. Donc je me sens comme prisonnier en fait de cette situation. Voilà. Et non, je ne suis pas avec Aline pour faire une thérapie. Mais on t'écoute, on est tous là à t'écouter, tu sais. Voilà, puis je confesse un petit peu mon problème actuel. Je suis en activité en immobilier, hein. Donc au moment où je parle, je vends des biens. Alors là, les biens que je vends en ce moment sont à titre... les biens concernés sont les biens qui sont pour la location. Après, j'ai une partie de mon activité qui, elle, est du commerce, donc où j'achète et je revends des biens. J'ai aussi cette forme d'activité-là. Et il est facile de comprendre que si, par exemple, je montre à Aline un stylo que j'ai acheté 1 euro et que vous le revoyez ou que Aline le revoit derrière à vendre à 10, elle aura du mal à me l'acheter, en fait. Parce que, du coup, il y a une forme de problématique inhérente au prix d'achat. Alors quand en amont j'ai fait un travail juridique sur le bien, là il n'y a aucun problème, en général ça passe sans problème, mais il arrive parfois que j'achète des biens où je fais rien du tout, j'ai pas honte de le dire, je ne fais rien à part les acheter et les revendre parce qu'ils sont vendus en dessous du prix du marché. Là c'est beaucoup plus compliqué de communiquer sur ces biens-là et il est impensable pour moi de montrer tout ça dans des vidéos YouTube. Donc mon problème est inhérent à mon activité, donc voilà, j'ai ce problème qui n'est pas grave, je vais trouver une solution, mais qui est existant. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, tu es entrepreneur dans l'immobilier, tu n'es pas youtubeur, tu n'es pas web entrepreneur, tu n'es pas marketeur, tu ne vends pas des formations en ligne. Ton métier, c'est l'achat, revente, la location, le bail, etc., comme tu viens de nous l'expliquer. Tu as une petite partie en ligne, mais ce n'est pas du tout ton activité principale. Alors je vais même te donner des pourcentages, parce que j'ai vraiment à cœur de faire une vidéo. Ah, on aime les chiffres. Voilà, je vais donner des pourcentages, parce que j'ai à cœur en ce moment, je pense à ça. Je vais faire une vidéo où je ne donnerai pas mes chiffres, mais je donnerai mes pourcentages. J'ai 50% de mon activité qui représente de la vente de produits financiers. Donc... qui sont de la vente d'appartements, d'actifs aussi qu'on peut posséder sous diverses formes, notamment par le vecteur de parts de société. Donc ça représente 50% de mon activité. Après, je crois que, si je te dis pas de bêtises, j'ai 3% de l'activité qui représente la société... Attends Aline, tu sais quoi, bouge pas, je vais chercher... J'ai mon camembert, bouge pas. Je vais être précis.
Je t'entends plus. Bah, parce que je parlais pas. Ah, voilà. Mais au moins, je l'ai fait en plus. C'est marrant qu'on parle de ça. Il y a pas longtemps, je me suis dit, tu vas faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est vrai que je vais donner mes chiffres précis. Je les ai faits. Et donc, fermer, voilà. Et il me suffit juste de trouver le dernier machin. J'ai fait un camembert. Je vais pouvoir te donner les chiffres précis. Parfait. J'adore. Ah ouais, mais c'est bien. Alors, c'est des pourcentages parce que si tu veux, bon, les montants étant... Non, mais les pourcentages, c'est bien. Après, moi, tu sais, je suis pour la transparence et donner des chiffres. Je suis pas forcément pour... alors, je sais que c'est un grand débat aussi en ce moment. Donner ses revenus exacts, parce que je trouve que c'est du domaine du privé, tout simplement. C'est de la vie privée. T'as pas à justifier auprès d'une audience ton chiffre d'affaires. Mais tu peux donner des pourcentages, ça c'est intéressant. Après, si tu veux, moi mon problème c'est que passer un montant, j'ai de la famille, voilà, je sais pas qui écoute, j'ai pas envie d'avoir des histoires pour des chiffres quoi. Surtout que bon, voilà, c'est un peu. Non, mais c'est ça, non, on sait jamais ce que les gens vont faire de ces déclarations. C'est ça. Donc moi je préfère, je ne dis pas mon chiffre d'affaires de manière publique. Mais on est d'accord. Alors donc, en pourcentage. J'ai 50% de l'activité. Alors, il y a plusieurs activités, donc je vais recentrer le débat. L'activité d'achat-revente représente une vingtaine de pourcents. Alors, attends. Alors, sachant que les pourcentages que je te donne, c'est de la marge, c'est pas du chiffre d'affaires, hein, c'est de la répartition de marge. C'est même pas mon chiffre d'affaires. D'accord. 20%, donc 20% de marchand de biens. Donc attends, que ce soit super clair pour tous les gens qui nous écoutent, qui maîtrisent peut-être pas forcément tous ces termes. C'est-à-dire que sur ton bénéfice net, tu as 20% qui sont de l'achat-revente, qui proviennent de l'achat-revente. C'est ça. Voilà. Voilà, exactement. Sur l'argent qui me reste avant impôt, hein, on est bien d'accord, parce qu'après quand tu prends cet argent, tu es encore fiscalisé. Mais je parle de ce pourcentage-là. J'ai 20%. J'ai 20% qui est de l'achat-revente, 20% qui sont des loyers, 5% qui représentent Internet, 3% qui représentent l'activité financière, c'est ça. J'ai juste un problème avec un chiffre. Après, j'ai 50% qui représentent les produits financiers, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, c'est de la vente de biens qui sont détenus par nous au travers de sociétés, mais qui ne sont pas forcément liés à l'activité d'achat-revente. D'accord, voilà. Ok. Mais ça reste quand même de la vente de toi à un client, c'est pas du truc sur Internet. Ah oui, non, ouais, c'est pas du tout. Bah, c'est 5% Internet, de toute façon, tu vois ça. Voilà, non mais on est loin du... Et après, il y a 2% de divers. Alors, je vais quand même expliquer ce que c'est que le divers chez moi. Je vais te donner un exemple qui est très facile à comprendre. Quand j'achète des biens, des fois je récupère les biens avec des choses à l'intérieur, tu sais, des objets que les gens vont laisser, tu vois. Et très régulièrement, ces objets, pardon, moi je dois en faire quelque chose parce que je les récupère et ils n'ont rien à faire là. D'accord. Et ils sont revendus en fait. C'est très clair. Voilà. Et ça représente... Alors c'est un exemple, hein, parce que c'est pas toujours... c'est de la revente de... En fait, c'est de la revente de choses que je ne suis pas censé avoir, quoi. Voilà. Tu comprends que il m'arrive des fois d'avoir des opportunités au travers de mon activité. Et c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, quoi. Voilà. Un jour, j'ai eu l'occasion d'acheter une voiture. Voilà, c'est un très bon exemple. C'est pas du tout mon métier. Mais voilà, si tu veux, la personne faisait faillite. J'étais là pour des biens immobiliers au départ. Il se trouve qu'il y avait la voiture. Voilà, je l'ai fait. Elle était là, ma foi. Je n'allais pas dire non. On va pas cracher dans la soupe, il n'y a pas de petit profit. C'est ça. Et surtout qu'en fait, tu te rends compte que tu es là pour faire une opération au départ. Il y a des dommages, moi j'appelle ça des dommages collatéraux. C'est pas vraiment, ça détourne comment dire, la phrase de son sens premier. Mais c'est un peu ça en fait. De toute façon, tu t'es déplacé. Et ces objets, ils sont là et la personne te dit j'en fais rien. Donc moi j'en ferai quelque chose, quoi. Donc voilà, je récupère. Ah non, mais t'as vu l'opportunité, tu l'as saisie et ça rentre dans le divers et c'est très bien. Et ça fait 2%. C'est quand même pas rien à l'arrivée. Et ça fait 2%. Voilà. Et c'est pas rien. Donc voilà, tu vois la répartition de mon activité, sachant qu'il faut quand même donc être... on va être franc aussi sur la répartition. Clairement, il y a facilement plus de 70% qui sont dus à de l'immobilier, quoi. On va pas faire genre... il y a du produit financier. Alors pareil, quand je dis produit financier, j'ai une société qui est dédiée à l'achat d'actions dans d'autres sociétés, qu'elles soient en bourse ou pas. Mais ça me génère de l'argent, mais c'est loin d'être le cœur de mon activité. C'est pareil, c'est anecdotique. Voilà. Parfait. Franchement, merci déjà de ta transparence. Moi, je trouve ça super intéressant et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut donner des chiffres, il faut donner des pourcentages, il faut donner du concret parce que c'est bien de donner des grands conseils, mais si on ne sait pas comment les appliquer, ça sert à rien.
Donc merci de ta transparence. Et avant d'enchaîner, parce que j'ai des dizaines et des milliers de questions à te poser, je sais que tu sors un livre. Est-ce que tu peux nous en parler assez rapidement, nous expliquer tout? Alors le livre s'appelle Devenir riche sans argent. C'est un titre sur le titre pas du tout pas du tout racoleur. J'ai beaucoup travaillé dessus en fait, bizarrement. je voulais un titre qui donne envie et qui en même temps colle à la réalité. Alors ce titre, pourquoi? Rapidement, parce qu'en fait c'est un petit peu mon histoire. Mes parents étaient entrepreneurs, ils avaient une très grosse entreprise avec plus de 50 salariés. Mon père a fait faillite, il est parti, il nous a laissés avec ma mère, avec des dettes. Ma mère s'est retrouvée à la porte, elle est allée voir ses parents pour qu'ils l'aident à racheter sa maison pour pas qu'elle soit mise à la rue avec son fils. Après, j'ai un petit peu fait ma vie, on va pas faire genre, hein. J'étais jeune et j'avais un peu envie de m'éloigner de tout ça. Et puis un jour, j'ai eu ce projet de racheter un appartement. Je devais m'associer avec mon ancien patron. Et ma mère, à ce moment-là, me dit « Mais pourquoi on ne le fait pas ensemble ?» Je ne m'associe pas avec mon ancien patron, je m'associe avec ma mère et je me lance dans l'immobilier. J'ai fait un gros résumé, mais ce livre parle de cette histoire dans une première partie. Et dans une seconde partie, en fait, il relate un petit peu des leçons que j'ai tirées de toute cette histoire. Et donc, je ne sais pas si je suis riche, parce que c'est compliqué de s'auto-évaluer. Mais je sais qu'en tout cas, j'avais pas d'argent et qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout la vie que j'avais avant et que je suis très très proche de la vie que mon père nous avait offert, à savoir une vie où on n'avait pas du tout besoin de compter, quoi. Voilà l'histoire de mon livre. Et au passage, j'en profite pour tous ceux qui veulent écrire un livre. C'est une super aventure. Je la souhaite à tout le monde. Par contre, c'est très très dur. J'ai fait un livre de 500 pages en tout, c'est très très dur. Voilà. Ah mais toi tu nous as fait un manuel quoi. Écoute, j'ose le dire, mon adversaire c'est l'autoroute du millionnaire. J'espère que ce livre, sans être identique, parce que chacun sa vision de l'enrichissement et de l'argent, j'espère en tout cas que ce livre va permettre à tous ceux qui s'interrogent sur le fait de pouvoir gagner de l'argent, qu'ils aient en tout cas des réponses. Et j'ai essayé de vraiment documenter toute la partie théorique qui est la deuxième partie du livre. On a essayé de faire un travail de documentation pour montrer des raisonnements qui t'aident en tout cas à comprendre des mécanismes financiers et à les adapter, peu importe ton activité, parce que je suis issu de l'immobilier, mais ça marche pour tout en fait. Voilà. C'est génial. Je me permets de continuer à faire ta promo. En fait, j'explique juste, je fais une petite parenthèse parce que dans mon audience, comme je te dis, les gens ne sont pas vraiment dans l'immobilier, ne te connaissent pas parce qu'on est dans une petite bulle. Et moi, j'ai adoré te rencontrer et faire ta connaissance parce que tu apportes vraiment un œil qu'on n'a pas du tout dans notre petite bulle. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram. Je te dis, c'est beaucoup des femmes entrepreneuses, freelance, etc. Et donc, si vous êtes intéressé pour le livre de Nicolas, en tout cas, les 100 premières pages, elles sont disponibles gratuitement. C'est ça, c'est en téléchargement sur ton site internet, c'est gratuitement. C'est ça. C'est passionnant. Vous n'êtes même pas obligé de rentrer votre email, elles sont vraiment disponibles, quoi. Voilà, vous pouvez lire en ligne directement. C'était pas avec le but. C'est vraiment un projet, un livre que j'écris depuis pas mal d'années et il me tient à cœur. Au-delà même de l'offrir, c'est pour montrer que voilà, c'est même le début, je pense qu'il est pas mal. Enfin, j'en suis content. Voilà, j'ai travaillé. Non, mais franchement, c'est passionnant. T'as fait un travail de malade. J'adore ta vision des choses et j'encourage tous ceux et celles qui s'intéressent à vraiment la construction de la richesse, les mécanismes de réflexion derrière comment est-ce qu'on construit un capital, etc., à se pencher là-dessus. Et puis, j'aime beaucoup ta façon d'écrire aussi. Donc, voilà, j'ai fait d'accord. Merci, Aline. Bon, du coup, maintenant qu'on a terminé l'arrosage de pétales de rose, là. on va rentrer un petit peu dans toutes mes questions. Alors, comme je te disais, moi, les gens qui m'écoutent, et même moi en tant que personne, on connaît pas grand-chose à l'immobilier. Et c'est vrai que quand tu me dis je suis entrepreneur dans l'immobilier, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les pubs Facebook qu'on voit passer du style Léa a 24 ans, 3 appartements sur Paris et rentière. Cliquez ici pour en savoir plus. Est-ce que tu fais ça, toi? Non. Bon, amen. Non, et je peux vraiment... Alors, j'ai plein de choses à dire, en fait. Là, comme moi je dis souvent en rigolant, tu m'as mis la pièce. En fait, déjà, j'ai une première chose à dire qui est hyper importante et qui est un ressenti personnel. Donc, je vais mettre de grands warnings en disant « Attention, c'est mon sentiment personnel et ça n'engage que moi. » J'ai une première chose à dire aujourd'hui. Il y a un effet de mode autour de tout ça. Et j'aimerais préciser une chose que j'ai mis du temps moi-même à comprendre. Et je vais même oser le dire, j'avais une forme de haine à un moment donné envers toutes ces personnes parce que, quelque part, c'est du bon sens ce que je vais dire. Et Aline, je sais que tu peux que acquiescer. Tu fais un crédit sur 20 ans, tu vas faire un crédit sur 15 ans, à moins d'avoir l'argent. Je ne vois pas comment, en faisant un crédit sur 20 ans, tu vas pouvoir prétendre être rentier.
Voilà. Pour moi, il y a un non-sens qui est évident, en fait, c'est que c'est pas possible de parler de rentier à ce niveau-là. Par contre, ce qui est vrai, et je dois aussi quand même le reconnaître, et ça c'est une vérité, il est possible de faire un crédit et de gagner de l'argent. Et c'est à partir de là que pour moi, il y a une vraie distinction qui doit se faire. Moi, je crois, et c'est vraiment Nicolas croit. C'est pas une vérité absolue, c'est ma croyance. Je pense que déjà, il y a eu un égarement qui s'est produit et qui est dû à Internet. C'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui parlent d'indépendance financière, mais qui oublient de dire qu'ils sont indépendants financièrement avec la vente de produits en ligne. Et que, accessoirement, ils font de l'immobilier. Par contre, si tu m'écoutes et que tu veux vivre de l'immobilier vraiment, de la manière dont on te parle d'indépendance financière, à savoir, je ne m'occupe pas de mes locataires, je m'occupe de rien. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout à ta place et tu es tranquille sous les cocotiers. Oui, c'est possible, mais non, ça ne se fera pas en 1 an et non, ça ne se fera pas en 2 ans non plus, ni en 3, mais plutôt en 5 si tu as des gros revenus au départ. Si, comme moi, tu n'avais pas d'argent, je suis très désolé, ça se dit pas, mais bon, voilà, je suis vraiment désolé de l'annoncer, il te faudra plus de temps. Moi, il m'a fallu une dizaine d'années pour atteindre avec l'immobilier ce qu'on te vend rapidement sur Internet. Après, j'ai encore une dernière chose à dire et qui est très importante aussi. Si, bien évidemment, tu fais de la location saisonnière, de l'achat-revente, ce que moi, je vais appeler des activités commerciales, dans ces cas-là, effectivement, tu vas pouvoir en vivre. Mais entendons-nous bien, et tu vas être d'accord avec ça, Aline, aussi. Moi, j'ai un immeuble, on a un immeuble, parce que nous, on travaille en famille, donc on a un immeuble de location saisonnière, j'en peux plus. Oui, puis t'es pas rentier dans ce cas-là, t'es dans l'immobilier. Alors, disons que si on se fie à la langue française, je vis de mes rentes, donc je suis rentier. Mais effectivement, je ne suis pas rentier au sens où tu le sous-entends, c'est-à-dire que je ne suis pas le rentier sous les cocotiers. Je m'occupe de mes appartements. Et c'est un travail. Après, c'est un travail que j'adore, que j'aime. Maintenant, je ne suis pas sûr que tout le monde l'aime comme je l'aime moi. Voilà. C'est un travail, voilà. Et je crois d'ailleurs qu'il faut le reconnaître, s'occuper de son argent, c'est un travail. Et c'est un choix qu'on peut faire. Hein. Attention, après, c'est juste ton niveau de revenu de départ qui va conditionner le temps avec lequel, le temps le temps nécessaire pour arriver au résultat que tu convoites. Donc, je vais te donner des chiffres. Si toi, Aline, tu me dis, Nicolas, je veux gagner avec mon argent sans rien faire tous les mois 10 000 euros par mois, bien, si par exemple tu me dis, je gagne 1 000 euros par mois, je vais te dire, on a peut-être pour... si tu épargnes vraiment bien ton argent tous les mois, on en a peut-être pour 8-9 ans, tu vois. Là, on est dans les 10 ans. Maintenant, si toujours Aline, tu viens me voir et tu me dis, Nicolas, je gagne 10 000 euros par mois et je vis avec 1 000 euros par mois, là, on en a pour moins de 5 ans, quoi. C'est intéressant. Franchement, merci de remettre un peu les pendules à l'heure parce que je trouve qu'il y a cette espèce de culte de performance et de la réussite autour de l'entrepreneuriat qui est très développé par les réseaux sociaux, où en gros on te dit que genre si à 20 ans t'as pas monté ta start-up, t'es pas millionnaire, t'es pas rentier, t'as pas investi dans 50 appartements, en gros t'as loupé ta vie, tu vois. Et je trouve que c'est un effet de mode un peu pervers. Et donc ma question c'était pourquoi tu penses que c'est un effet de mode autant que ça, l'investissement immobilier aujourd'hui, et pourquoi on en entend autant parler? La réponse est très simple, l'argent. C'est-à-dire que en immobilier, je veux dire, le moindre achat, il est à 50, le moindre achat, il y en a des moins chers, hein. Tu peux acheter, comme on s'est déjà dit, des garages à 15 000 euros, mais le moindre achat est très rapidement à 50 ou 100 000 euros. Et derrière, quand tu vas vendre de l'information, il est beaucoup plus facile de vendre un programme à 5 ou 6 ou 7 000 euros avec derrière une conséquence financière à 100 000 que de vendre un programme au même prix sans aucune conséquence derrière financière. Pour moi, c'est un lien de cause à effet, en sachant qu'on a en face de nous des prix qui sont très élevés et donc un savoir qui paraît lui aussi très élevé. Sauf que la réalité, elle est très différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter un bien immobilier, je suis désolé de le dire, hein, et moi sur mon site, il y a quand même quelques programmes, hein, mais j'ai pas honte de le dire, c'est quand même très facile. C'est-à-dire que tu vas chez le notaire, tu signes et c'est à toi. Je dis pas qu'il n'y a rien à savoir, il y a des choses à savoir. Mais j'émets des doutes sur le fait que tout le monde s'y retrouve réellement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je sous-entends, mais je vais le dire autrement. Si par exemple tu veux créer une activité dans la location saisonnière, je suis un bon exemple. Aujourd'hui, nous on le voit, c'est compliqué de déléguer cette activité. En tout cas, comme nous on veut qu'elle soit déléguée, en fonction de tes exigences. Je comprends très bien que dans ce marché-là, il puisse y avoir des programmes qui coûtent assez cher, parce que selon le niveau de délégation auquel on peut arriver, il y a des choses à apprendre. Je peux l'entendre. Maintenant, pour acheter un appartement et le louer tout simplement,
Moi, je vois pas de grosses difficultés qui justifient une formation. Voilà, c'est mon ressenti personnel. Donc en fait, si je vulgarise un petit peu tout ce qu'on est en train de dire, et moi c'est également mon point de vue, et je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est que les gens qui aujourd'hui disent qu'ils sont rentiers, grâce à l'immobilier, non, ils gagnent très bien leur vie parce qu'ils vendent des formations sur l'immobilier, mais c'est pas l'immobilier qui les fait vraiment vivre, c'est cette espèce de vente de formation qui se vendent bien parce que justement tu as une promesse de gagner beaucoup d'argent derrière. Je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, je le dis très souvent à mon audience, il faut pas être hypocrite dans la vie. Et j'ai le même comportement pour autre chose. Les êtres humains vont vers là où il y a le plus d'argent à gagner. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé en rigolant, en faisant mon espèce de thérapie, en me disant qu'aujourd'hui, j'avais des problèmes avec YouTube. Mais quelque part aussi, pas que je m'en désintéresse, mais si je suis moins comme je voudrais l'être, c'est parce que je gagne plus d'argent avec autre chose. Et je peux t'en parler aussi, et encore toi mieux que moi encore. C'est très difficile d'être sur Internet, donc je veux pas minimiser leur travail, mais quand je vois le boulot qu'il y a à faire en immobilier au quotidien, ça me paraît difficile de faire les deux au même niveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense pas que tu puisses arriver à faire des millions sur Internet en faisant des millions dans l'immobilier. Et je pense que forcément, il y a un des deux domaines qui en pâtit. Donc après, voilà. Je pense... Enfin, ouais, l'immobilier, c'est un métier... En plus, c'est un métier de terrain. Je vais te donner une astuce qui, pour moi, est évidente, en fait, qui est très facile. Déjà, quand tu vois un YouTuber qui n'est pas en France, déjà, pour moi... Quand je dis youtubeur, mais on s'en fout en fait. Quand tu prends des renseignements à une personne qui fait de l'immobilier qui n'est pas en France, pour moi déjà, il ne fait pas de l'immobilier, quoi. L'immobilier, c'est un micro-marché. C'est quelque chose que tu apprends en cours très rapidement en fait. C'est-à-dire qu'on est tous des experts, dans l'immobilier je parle, de notre marché à l'échelle et à l'endroit où on se trouve. Moi d'ailleurs, comme je dis souvent en rigolant, derrière moi il y a un grand poster de New York. C'est pas parce que j'y suis allé, c'est parce que justement je ne peux pas vraiment partir de là où je suis. Alors je peux partir en vacances, mais je suis très lié à l'endroit où je vis. C'est-à-dire que je gagne mon argent sur un secteur géographique donné. Et dès que je sors de ce secteur, je perds en compétences, je perds en capacité, et je perds aussi en exécution, c'est-à-dire en vitesse d'exécution, parce que j'ai besoin de faire une recherche sur le nouvel endroit où je vais, etc. Donc si tu parles à quelqu'un qui te fait des conseils, qui te donne des conseils financiers, et que cette personne, elle est, je te dis une connerie, moi, au pôle Nord, et qu'elle t'explique comment gagner de l'argent en immobilier en France, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'est impossible, quoi. Ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. J'ai encore quelques questions à te poser sur l'immobilier parce que moi je trouve ça hyper intéressant. Puis comme je disais tout à l'heure, j'y connais pas grand-chose, donc d'avoir ton œil d'expert, c'est passionnant. Et après, on va parler un peu plus largement d'investissement business parce que c'est le sujet de ce podcast. Mais du coup, pour en revenir à l'immobilier, on a souvent tendance à penser qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer dans un investissement immobilier ou au minimum un apport correct. On peut se lancer sans apport. Simplement, il faut bien intégrer dès le départ que le chemin sera soit un peu plus long, soit un peu plus dur, soit sûrement les deux. Je vais m'expliquer plus clairement. Quand tu n'as pas du tout d'apport, la difficulté va se situer déjà, et que tu n'as pas d'argent non plus, parce que ça a été mon cas. La première difficulté, ça va être fort fatalement que le montant qui va être alloué par la banque ou en tout cas l'organisme vers lequel tu vas te tourner pour te faire prêter l'argent sera beaucoup plus faible. Et deuxièmement, du coup, tu te retrouves dans une deuxième situation qui est imbriquée dans la première et qui en découle, c'est que tout simplement, tu te retrouves du coup avec un budget peu élevé, du coup dans un marché où il y a énormément de monde et énormément de compétition, et donc ça va te rendre plus difficile pour la personne dans cette situation, la recherche et le fait de trouver le bien qui corresponde à ces critères. Après, si tu acceptes le deal, ou plutôt les règles du jeu, on va dire, il n'y a aucun problème en fait. Il suffit juste de le savoir dès le départ et c'est ok, quoi. Et d'être préparé à se battre. Tu vas travailler plus que quelqu'un qui a plus d'argent, quoi, voilà. Donc l'immobilier est fait pour les personnes qui n'ont pas d'argent, de mon point de vue, et que ça permet effectivement à n'importe qui de s'enrichir. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est accepter qu'un vendeur qui arrive et qui tape à ta porte et qui a des plans te vende un appartement. Là, c'est facile de comprendre que c'est pas toi, pas l'acheteur qui gagne de l'argent, c'est le vendeur, quoi. Voilà, il faut être au clair. Quand t'as pas d'argent, c'est toi qui bosses, quoi.
Voilà, c'est pas les autres qui bossent pour toi. Et ça, c'est un truc que je répète très très souvent à mes clients et même à ceux qui nous écoutent et tout. C'est un des meilleurs conseils que je pourrais jamais vous donner. C'est que si quelqu'un vient vous voir de sa propre initiative, c'est qu'il a plus à y gagner que vous. Exactement. Et quand t'as compris ça en business, t'évites beaucoup de conneries. C'est clair, c'est exactement ça. Mais tu peux pas mieux dire. Voilà, amen. Du coup, est-ce que tu aurais très rapidement, pour les néophytes que nous sommes, quelques pistes pour repérer une bonne opportunité immobilière ? Moi, après, je vais te donner des divers points. Il faut les adapter au marché de chacun. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur des micro-marchés, donc j'ai conscience que, par exemple, tu vois, ça va pas s'adapter au marché parisien, ce que je vais dire. Mais il va falloir malgré tout faire avec. Pour moi, déjà... un des critères principaux de quand j'achète quelque chose, il faut que je puisse vivre à l'intérieur ou que j'ai pas honte d'y aller. Enfin, tu vois, il y a des gens des fois qui achètent des trucs et puis quand tu parles avec eux, j'ai l'impression ils te disent limite ils s'en foutent de ce qu'ils ont acheté. J'arrive pas à comprendre ça. Je pourrais pas acheter quelque, enfin, j'ai pas de bien aujourd'hui dans lequel je pourrais pas vivre et j'ai pas de bien dans lequel je pourrais pas aller. Voilà. Donc déjà. Ça s'adapte à tout ce que je viens de dire. De manière générale, pour moi, dans la vie, si tu l'adaptes même à d'autres éléments de ta vie ou choix dans ta vie financière, oui, ça fonctionnera très bien. Mais encore plus dans l'investissement, n'achète que des choses que toi-même tu vas aimer, tu vas apprécier. Déjà, tu les vendras ou tu les loueras beaucoup mieux quand tu auras besoin de les vendre ou de les louer. Et ensuite, tu les aborderas d'une manière aussi différente parce que moi, des fois, il m'arrive d'arriver à des endroits, que ce soit une agence ou une personne avec qui je travaille, ou même moi, quand je trouve, j'arrive. Si ça me plaît pas, je repars en fait. Donc, si ça me plaît pas, si je le sens pas, je le fais pas. J'en profite pour raconter une anecdote très rapide. Il y a pas si longtemps que ça, on s'est tapé 6 heures de route aller-retour. On est arrivé sur le site, donc 3 heures aller, tu vois. On est arrivé, le village nous a pas plu. On a appelé le vendeur, on lui a dit on repart, il en revenait pas. Il nous a dit mais vous avez fait 3 heures de route, vous pouvez au moins visiter. J'ai dit non, c'est pas la peine, ça nous plaît pas. Je visiterai pas. Ça m'a même pas intéressé en fait. Si tu veux, le village ne rentrait pas dans nos critères. Pourtant sur le papier, quand on avait étudié le lieu, tout coïncidait, la ville, etc. Alors là pareil, je vais aussi en parler après. Mais quand on est arrivé sur place, ça nous a pas plu. Voilà, c'était pas. Il y avait tout un tas de critères comme par exemple beaucoup de commerces fermés. Il y avait pas trop de vie. Je me voyais pas investir là. Deuxième élément, ça va être lié avec le premier et vous l'avez compris. Faire des recherches. Tu peux ne pas investir dans ta ville à condition de savoir où tu investis. Par exemple, je vais te donner un exemple sans te donner le nom, mais d'une ville dans laquelle j'investis. C'est une ville où il y a une baisse de la démographie. Au cas où je le dis, la démographie, c'est le nombre d'habitants, est-ce qu'il est en hausse ou en baisse dans la ville en question. Et en l'occurrence, j'ai étudié cette ville il y a plusieurs années et maintenant j'investis dedans. Cette baisse, elle est due à un fort taux de mortalité. Et en fait, la ville, si tu soustrais le taux de mortalité à la ville, en fait, elle est en démographie positive. Mais elle est affichée en démographie négative parce qu'il y a beaucoup de morts, en fait. Ça, c'est la vie, la mort, ça n'empêche pas. Parce que la population est âgée, quelque chose comme ça. Mais du coup, il y a des super affaires à faire. Et du coup, moi, je fais mon business dans cette ville depuis quelques années. Ça se passe très bien, tu vois. D'accord. Donc, étudiez les endroits où vous achetez parce que c'est vrai que il y a plein de données. Alors, si tu choisis d'investir dans une ville étudiante, ça coule de source. Tu regardes les résultats de l'université, de la ville dans laquelle tu investis. C'est tout con, mais combien je connais de gens qui regardent pas ça, quoi. C'est vrai que quand tu le dis, ça tombe sous le bon sens, mais moi je sais que personnellement, j'aurais peut-être pas pensé, tu vois. Je t'entends le dire, ça me paraît logique, mais. Et ouais, mais regarde les résultats de l'université dans la ville dans laquelle tu investis. Une bonne université avec de bons résultats, elle attirera toujours plus de monde qu'une université avec des résultats pourris. Et c'est tout con, mais les gens le font pas. Ils se disent il y a une université, c'est bon. Ouais, mais si elle est nulle, ça sera pas bon du tout, quoi. Donc pareil, à regarder les résultats, tu regardes ce qu'elle propose. Et tu regardes aussi ce qu'elle propose par rapport au département et à la région dans laquelle elle se situe. Parce que tu as des villes, en fait, tu vas te rendre compte que dans des villes, il y a des branches proposées qui vont être, exclusives à telle ville plutôt que telle autre. Et tu as de très bonnes surprises. Comme ça, tu te retrouves des fois dans des régions avec des villes sous-cotées, avec une université qui propose des trucs de fou, et en fait, il faut investir. C'est hyper intéressant. Ah ouais, donc c'est subtil en fait, ça se joue vraiment sur des petites informations. Exactement. Pareil, les informations, c'est le nerf de la guerre en immobilier parce que, en gros, tu vas avoir une info, par exemple, sur une décision politique sur ta ville, et cette décision, elle peut énormément influer ton investissement. Là, c'est un exemple que moi j'ai vécu. J'ai acheté un immeuble un jour sur une commune,
où je savais, alors pour le coup je le savais, qu'il allait avoir en fait l'implantation d'une zone avec 5000 emplois créés. Et en fait, c'est très rigolo parce que j'avais pas. C'est marrant, tu vois. J'ai investi dans cette ville pour cette raison, mais j'avais sous-estimé les conséquences de ça. Et la conséquence de ça, donc moi j'achète cet immeuble. L'immeuble donne sur plusieurs rues. Et il y a une rue sur laquelle donne l'immeuble en question qui n'était pas une rue en fait. C'était un terrain vague en fait. Et la mairie, suite aux modifications, suite à l'arrivée des nouveaux travailleurs et donc aux modifications de la démographie de la ville, elle a refait les travaux et elle a transformé ce terrain vague en rue et ça a augmenté la valeur de mon investissement. Et toi, tu le savais? Alors moi, je savais pas. Non, je savais. Il faut pas dire que je savais. Moi, je savais juste qu'il allait avoir 5000 personnes de plus. Et j'ai acheté cet immeuble parce que j'ai cherché après dans la. D'ailleurs, c'était un village qui est devenu une ville. J'ai cherché dans la ville. Ou précédemment le village, bref, tu as compris. J'ai cherché un bâtiment, j'ai acheté ce bâtiment en sachant très bien ce que j'achetais et je pense que j'ai fait une bonne affaire aussi à cause du terrain vague. Et le terrain vague est devenu une rue grâce aux 5000 personnes. Mais j'avais aucun moyen de savoir ce qu'allait devenir ce terrain vague. Je sais pas si tu comprends, c'est-à-dire que moi je ne savais que pour les 5000 personnes. Je ne pouvais pas prévoir cette conséquence, qui a été une conséquence. Mais c'était déjà un indicateur positif, quoi, qui t'a mis sur la bonne voie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un élément très positif par rapport à ces emplois créés. Et donc c'est très important de prendre des informations sur les endroits où on investit, d'autant plus quand on n'y est pas. Et c'est pour ça qu'on conseille souvent les premiers investissements de les faire dans des endroits qu'on connaît. Parce que inconsciemment, oui c'est plutôt ça le terme, inconsciemment on a des informations sur le lieu où on vit. Donc du coup on va pallier à des erreurs grossières qu'on pourrait faire dans des endroits qu'on ne connaît pas. Ouais, encore une fois c'est vrai que ça paraît du bon sens, mais c'est pas le genre de réflexion qu'on a automatiquement quand on réfléchit à investir et qu'on n'y connaît rien en fait. Dis-toi simplement que comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas emprunter sur 20 ans, donc tu n'as pas l'argent, donc tu vas tout de suite dépenser 100 000 balles. Et en fait, essaye de raisonner comme si tu les avais. Dis-toi, j'ai ces 100 000 euros, je risque de les perdre, parce que la base de l'investissement, on a tendance à l'oublier, c'est ça quand même. C'est je fais quelque chose en espérant gagner, mais j'ai aucune preuve que je vais y arriver. La base de l'investissement, c'est ça. C'est en fait, tu as une somme d'argent, donc tu as ces 100 000 euros. Il faut que tu arrives à imaginer qu'ils sont à toi, mais tu n'as aucun moyen de savoir, en fait c'est une prise de risque, tu n'as aucun moyen de savoir si tu vas gagner cet argent ou le perdre en fait. Et donc agis toujours comme si tu allais le perdre en espérant le gagner. Et ne fais pas l'inverse, c'est ce que font beaucoup de personnes en fait. La plupart des gens ils agissent comme s'ils étaient sûrs de gagner de l'argent, mais en réalité, que ce soit de l'immobilier ou de la bourse, j'ai même envie de dire, c'est pour moi en tout cas avec l'expérience, c'est plus risqué l'immobilier que la bourse. Parce qu'en immobilier tu joues de l'argent que tu n'as pas, alors qu'en bourse tu ne pourras jamais perdre plus que ce que tu as déjà. Donc finalement, de ma vision à moi, tu risques plus en immobilier qu'en bourse, surtout si tu n'as pas l'argent. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, ça rejoint aussi beaucoup ma vision des choses, même sur... c'est applicable dans tous les domaines et même dans tous les domaines de la vie quotidienne. Quand j'investis de l'argent, par exemple quand je paye un prestataire pour faire quelque chose et tout, la première question que je me pose c'est est-ce que cet argent va me manquer s'il disparaît ou si le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes? Parce que si quelque part... je suis dans l'attente d'un résultat positif ou d'un retour sur investissement tel qu'il soit. Enfin voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais l'idée c'est vraiment de se dire que quand tu investis de l'argent, il faut que tu te dises que si tu le perds, c'est pas grave, que tu vas pas en mourir quoi. Et il faut que ce soit vrai en fait. Il faut pas investir, mettre une hypothèque sur sa maison et pour tout investir en bourse en partant du principe je joue tout YOLO, je brûle les bateaux et puis advienne que pourra. Parce que si à un moment tout se crache et que tu perds ton argent, tu vas être dans la grosse merde quoi. Exactement. Après j'avoue que je suis assez fan de la théorie des bateaux brûlés. Mais il faut la faire en connaissance de cause quoi, voilà. C'est risqué. Faut pas agir n'importe comment. Tu nous rappelles parce que je sais pas si tout le monde connaît la théorie des bateaux brûlés, tu nous la rappelles en quelques mots, j'aime bien cette histoire. D'ailleurs je savais qui c'était. C'est Achille à Troie. C'est Achille? Ah ouais? Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était Napoléon. C'est un chef de guerre qui voilà, c'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre qui amène ses troupes pour prendre une ville en fait dont il sait, dont les chiffres de ses troupes de manière avérée lui font voir qu'il ne va pas gagner cette bataille-là. Et en fait, pour motiver ses troupes, il décide de brûler les bateaux pour pas qu'il y ait de questionnement sur le retour en arrière éventuel en fait. Exactement. Et en fait, comme les gens n'ont pas de possibilité que de faire autrement que de gagner la guerre pour s'en sortir, en faisant ça, il a gagné. Alors que tout le donnait perdant dans cette situation. Ouais, donc c'est un peu l'idée de on se met au pied du mur et YOLO quoi. C'est ça. On voit bien le mur, comme j'aime bien dire.
j'enchaîne sur la suite de mes questions. Et j'aimerais parler d'investissement de manière un peu plus générale, et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir sur ce podcast, parce que l'investissement, c'est ton métier, en fait. Tu respires investissement, tu vis investissement. Donc, tu es vraiment dans cette logique-là, et c'est ce qui fait des fois beaucoup de personnes, dont moi en première, j'ai l'impression. Est-ce que tu penses, par rapport à un salarié, quand tu compares un entrepreneur et un salarié, est-ce que tu penses que c'est plus important pour un entrepreneur de savoir investir que pour un salarié, ou tu penses que c'est moins important ou pareil? On va dire qu'il y a deux réponses. Il y en a une première en faisant abstraction de la retraite et il y en a une en ne faisant pas abstraction de la retraite. Ah, donc, c'est intéressant comme point de vue. Et ouais, parce qu'en fait, si tu pars du principe de la retraite, tu pars du principe qu'on va tous avoir une retraite, peu importe d'ailleurs qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas. Si tu prends dans ce raisonnement en considération la retraite, dans tous les cas, tout le monde doit investir. Parce que je pense que il y a aucune personne qui nous écoute qui a idée de ce qu'il va avoir à sa retraite. Et c'est le fond du problème d'ailleurs. C'est-à-dire que moi j'ai un ami qui prend des gros salaires, qui cotise énormément d'argent et qui est allé voir le montant de sa retraite et ça couvrait même pas le crédit de sa maison. Donc si tu veux, je pense que tout le monde va être très déçu de la retraite qu'il va avoir. Donc si tu prends en compte dans cette réponse les retraites, je pense que tout le monde doit investir. Après par contre, si on prend pas en compte les retraites, et ça c'est un problème de croyance, hein, les retraites. Si on prend pas en compte les retraites, je dirais qu'il y a plusieurs formes de salariés. Il y a ceux qui veulent juste avoir un salaire et qui s'en fichent un petit peu pas de l'argent, mais qui veulent pas avoir une vie compliquée. Donc ceux-là, je pense pas qu'ils aient besoin d'investir. Toutes les personnes en fait qui veulent une vie simple ne doivent pas forcément investir. Par contre, tous les autres en fait, tous sans exception doivent investir. Il y a juste cette notion de simplicité de vie parce que l'investissement c'est pas simple en fait. Ça simplifie pas ta vie, ça la complique, ça la complexifie, ouais. Ça la fait grandir aussi, mais ça rajoute des couches de responsabilité par-dessus les couches que tu as déjà sans rien faire. Et il y a des gens qui sont pas faits pour avoir des responsabilités en plus. Il y a des gens qui en veulent pas de toute façon. Donc il faut bien réfléchir à ça en fait, les responsabilités que tu vas avoir en plus. Je suis d'accord et je me permets juste de rebondir par rapport au truc de la retraite. Je trouve ça hyper intéressant. Et moi j'ai une théorie qui fait bondir les gens quand je la dis, mais je suis persuadée qu'il y a une chance sur deux, voire même plus, que quand nous, enfin encore une fois tu dis pas ton âge, mais bref, quand on arrive à l'âge de la retraite, il y a une chance sur deux que la retraite n'existe plus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui le système est tellement dans le déficit, avec des billions de trillions de je sais pas combien de déficits, tu vois, comme la sécurité sociale. Il y a une chance sur deux pour que le système éclate et que quand moi j'arrive à l'âge de la retraite, ça n'existe plus, ou alors que ce soit tellement ridicule qu'on puisse plus compter dessus. Donc je pars du principe dans ma vie que j'aurai pas de retraite, qu'il faut que je me débrouille toute seule. Et ça fait très peur de se dire ça, et beaucoup de gens préfèrent faire l'autruche et ne pas le voir, mais je pense que c'est important de le dire. Moi, je partage ton avis. Hein. Avant même de réagir, je vais tout de suite dire que je partage ton avis. J'ai jamais pris en considération une quelconque retraite qui puisse être proposée par l'État, qui est le mien, la France. J'aime pas dire ça, mais j'ai pas de problème à le dire. Je considère depuis quelques années que ma retraite, elle est faite. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'important. Après, aujourd'hui, je travaille pas pour ma retraite, mais pour celle de ma mère, mais ça, c'est un autre débat. La vérité, c'est que sans même sans même prendre en considération la retraite qu'on aura ou qu'on n'aura pas, l'inflation qu'on a vécue avec l'euro, si tu la calcules sur les années qui arrivent, rien que cet argument-là, sans même prendre les retraites en considération, doit donner envie à n'importe qui de vouloir gagner plus, quoi. Voilà, et de prévoir. C'est surtout cet aspect de commencer à prévoir le plus tôt possible. Prévoir, et puis la dernière fois, je parlais avec un ami, on regardait les salaires des employés dans les années 80-90. À quelque chose près, c'est les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Quand tu vois le prix des choses, par contre, celui-là... Non, c'est totalement vrai. Si ça continue comme ça, il vaut mieux que tout le monde prenne conscience qu'il va avoir besoin d'un peu plus d'argent que ce qu'on nous donne aujourd'hui. Et c'est un sujet encore hyper intéressant, ce que tu es en train de me dire, parce que ça me fait percuter sur une discussion que j'ai eue avec Uber il n'y a pas longtemps. On parlait des aides sociales en France. Et en fait, on se disait, on comparait avec Paris. Quand tu prends quelqu'un qui vit à Paris et qui a les aides sociales, il ne peut pas vivre. Et quand tu prends quelqu'un qui vit dans le sud de la France ou hors Paris, hors les grandes villes, en fait, avec des aides sociales, aujourd'hui, il peut encore arriver à vivre. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que
même que les aides sociales, elles restent ou non, à terme, elles ne suffiront plus à couvrir les frais parce que l'écart qu'il y a entre la vie parisienne et notre vie provinciale va se faire happer. C'est-à-dire que je pense que le niveau de vie de la province va petit à petit rattraper le niveau de vie parisien. Et donc, de toute façon, tout le monde ne pourra... Enfin, aujourd'hui, ceux qui s'en contentent, malheureusement, ne pourront plus s'en contenter. Donc, du coup, pour moi, investir, tout le monde devrait le faire, ne serait-ce que pour compenser ses pertes, en fait. Mais en fait, c'est clair, c'est que... Si tu raisonnes comme ça, ce raisonnement-là, j'essaye de te le donner parce que pour moi, si on raisonne en augmentation du coût de la vie, pour éponger ta perte, il te faut investir, quoi. Et c'est ça, de toute façon, tu remarques que toutes ces 20 dernières années, le niveau de vie augmente tous les ans. Ça, c'est un secret pour personne. Les salaires, eux, n'augmentent pas. C'est ça. En tout cas, de rien par rapport à ça. Et c'est pour ça que je passe mon temps aussi, et que c'est mon débat et ma croisade, de dire aux gens, surtout aux freelances, aux entrepreneurs, faut pas hésiter, faut arrêter de tirer, de vouloir se mettre ses prix plus bas que le marché et tout. Il faut vraiment les augmenter dès que possible parce que vous anticipez pas ça, quoi. Enfin, faut anticiper cette inflation dans ces tarifs aussi dès maintenant. Alors là, tu soulèves un autre problème aussi, c'est le problème de l'argent. C'est qui est un autre problème. Oui, vaste sujet. Un vaste sujet, c'est-à-dire que ça, c'est un problème national et européen, j'ai envie de dire. C'est compliqué, là, oui. C'est sûr que monter les prix en France, on a du mal à comprendre. Hein. Ouais, mais ce qu'on comprend, mais qu'on n'arrive pas à assimiler, c'est que tout augmente, mais que nous, on n'a pas le droit d'augmenter, en fait. Mais à un moment, il faut être réaliste. C'est pas viable à long terme comme solution. Oui, et puis il y a une forme d'hypocrisie aussi, Aline, parce que, regarde, tu prends par exemple le cadre des billets d'avion. Les gens veulent pas entendre que les prix puissent fluctuer, mais ils acceptent bien de payer le billet d'avion pas le même prix que leurs voisins, et pareil pour le train en fonction de la date à laquelle ils partent. Pourtant, c'est le même train ou le même avion, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, en vérité, l'argent, on le comprend pour ceux qu'on veut bien le comprendre, en fait. Oui, c'est ça, je suis d'accord. C'est une forme d'hypocrisie, tu l'as très bien résumé. Voilà, oui, c'est ça, une forme d'hypocrisie, exactement. Ok, du coup, je passe à ma question suivante. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de solopreneurs? Donc quand je dis solopreneurs, c'est tous les indépendants et les entrepreneurs qui sont tout seuls dans leur business. Je parle pas de ceux qui sont dans des sociétés, etc. Pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu qui investissent dans autre chose que leur business? C'est une question difficile. C'est juste pour avoir ton avis sur la question. Ouais, mais c'est difficile parce que je pense qu'on est entouré de gens qui nous ressemblent quelque part. Et c'est vrai qu'autour de moi, je suis entouré de gens qui investissent. Après, je côtoie des gens qui n'investissent pas, mais quand je les côtoie, ils finissent par investir. Et ouais, non, mais c'est vrai, en plus, c'est rigolo, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, en fait, et je pense que la réponse est dans ce que je suis en train de te dire, c'est la force de l'exemple. C'est-à-dire que quand tu ne côtoies pas quand tu vois pas quelqu'un qui fait, tu te dis pas déjà que tu peux faire. Et ensuite, deuxièmement, tu réalises pas comment dire, tu réalises pas à quel point ça peut être bénéfique ou d'ailleurs négatif pour toi. Il y a des gens autour de moi que j'ai conseillé de ne pas investir parce que je voyais que leur vie n'était pas adaptée à l'investissement immobilier. Mais une personne qui va avoir la moindre once d'envie de grandir à tous les niveaux, je la pousserai toujours à investir parce que ça concerne ces personnes-là. Il n'y a que les gens très focus qui veulent vraiment bâtir, bâtir un empire ou une entreprise très particulière. Il n'y a que ceux-là qui ne doivent pas investir, mais ne doivent pas investir de façon conventionnelle. Je pense que ceux qui n'investissent pas ne le font pas parce qu'ils ne sont pas au contact de gens qui peuvent leur amener les réponses qui vont leur permettre de le faire, en fait. Voilà, je crois que c'est ça la réponse. C'est-à-dire que chaque personne peut investir, mais comme chaque personne ne peut pas investir de la même manière, chacun d'entre nous a besoin d'avoir une réponse par rapport à sa situation et à ses besoins. Et comme je viens de te le dire, voilà, un entrepreneur qui veut bâtir, qui veut changer le monde en réglant le problème de la faim dans le monde, ben lui, il doit sûrement pas investir de la même manière qu'un mec comme moi qui a toujours voulu vivre de ses appartements. Et je vais même aller plus loin que ça. Ce que je t'ai dit au départ, qui quelque part pas me chagrine, mais me questionne énormément sur le fait que j'arrive plus aujourd'hui à gérer YouTube et mon immobilier. Si aujourd'hui je réfléchis à d'autres façons de faire, c'est aussi parce que j'ai plus envie de travailler de la même façon et que du coup, je vais changer mon fusil d'épaule. Et donc, je pense que
on a tous besoin à un moment donné ou à un autre d'avoir quelqu'un qui nous dit, par exemple, moi, tiens, toi Aline, tu veux investir, tu vas me dire, Nicolas, moi je veux investir, mais je veux pas que ça impacte ma vie. Je vais pas du tout te donner les mêmes conseils que s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, voilà, moi Nicolas, j'ai un travail, je veux quitter mon travail, mais je sais pas quoi faire comme entreprise, mais en même temps, je voudrais vivre de l'immobilier parce que, aujourd'hui, je sais que ça me plairait. Par exemple, cette personne-là, pourtant c'est pas mon délire, mais ça me gênerait peut-être pas de lui proposer ou de lui parler de la location saisonnière. Si la personne, ça lui plaît de recevoir des gens, etc., ça peut être une manière pour elle de laisser son travail, de se créer un nouveau job, et dans ces cas-là, elle sera son propre patron et ça fonctionnera pour elle. Alors que toi, si tu veux continuer à bosser sur tes boîtes sur Internet, on a parlé des garages, c'est une excellente solution. Ça te demandera très peu d'intervention personnelle, ça ne viendra pas polluer ton temps de travail. Et si ça le pollue, ça sera pour des conneries, quoi, pour des tout petits trucs de garage. Oui, il n'y a pas de gros entretiens, de trucs comme ça, quoi, de gestion de locataires à mettre dehors ou pas. C'est ça, il n'y a pas de grosses dégradations, il n'y a pas de gros problèmes liés à quoi que ce soit, technique qui puisse être généré par je ne sais qui. Voilà, il faut vraiment comprendre qu'il y en a pour tout le monde et qu'il y a tellement de diversité dans l'investissement qu'en réalité, chacun peut trouver les chaussures à son pied, quoi. D'accord. Et donc, du coup, pour en revenir un petit peu à la question, si j'entends bien ce que tu dis, s'il y a aussi peu de solopreneurs qui aujourd'hui investissent dans autre chose que leur business, et je parle d'investissement de manière globale, ça peut être dans des assurances vie, ça peut être dans la bourse, dans l'immobilier, etc. C'est surtout peut-être par peur de se lancer, surtout par manque d'informations personnalisées selon leur situation. Ah oui. Personnalisé, peut-être pas forcément, parce que je pense que, comme tu disais, il y a des formations qui existent, et donc il y a des personnes qui, je pense, avec une formation, peuvent avoir les informations, peuvent trouver les ressources nécessaires pour passer à l'action. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est un manque d'information, parce que ouais, tu penses qu'on soupçonne pas ce qu'on est capable de faire jusqu'à temps qu'on les fait, en fait. Voilà. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui déclenche cette mise en marche d'un projet, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça marche. Et du coup, c'est parfait pour ma transition. Quel est ton avis sur les formations en investissement immobilier ou même autres, comme la bourse, les paris, les choses comme ça, qu'on voit pulluler en ce moment sur les réseaux sociaux? Tu penses que c'est vraiment nécessaire d'en acheter, par exemple, quelqu'un qui voudrait investir en immobilier? Tu penses que c'est vraiment nécessaire qu'il se forme avec l'une de ces formations avant? Ou tu penses qu'on peut y aller avec quelques conseils de son entourage et quelques recherches en ligne? En fait, j'ai un avis mitigé sur la question, donc je vais te répondre il y a plusieurs réponses pour moi, je vais te les donner. La première chose qui me vient quand j'entends cette question, c'est la différence entre toi et moi, parce que je parle avec toi, donc en l'occurrence on va faire ça, c'est juste l'expérience en fait. Et donc, est-ce que tu as besoin de cette expérience? Non. La témérité peut suffire. Mais par contre, l'avantage de l'expérience, c'est que ça peut te faire soit gagner du temps, soit gagner de l'argent, soit les deux. C'est-à-dire que l'expérience, elle te permet juste à un moment donné d'éviter certains déboires que moi j'aurais eu, mais qu'en soi, tu peux vivre aussi et ça te permettra d'avoir un nouveau résultat et qui amènera peut-être à un meilleur résultat, peu importe. Bref, être téméraire, ça se suffit à soi-même en fait. Donc, tu peux très bien, sans te former, mener ton projet. Il suffit juste d'avoir conscience de ce que tu fais à ce moment-là. Après, si tu choisis de t'appuyer sur une expérience, ça va t'amener à un nouveau résultat. Ça, c'est pour la première partie de la réponse. Ça va plus vite aussi. Maintenant, je vais te raconter une histoire très récente qui m'est arrivée et qui m'a énormément chamboulé. Il faut comprendre le contexte, c'était pas destiné, je sais pas comment dire. Ça devait pas arriver, cette chose-là. Je vais à une soirée, en fait. Le hasard veut que durant cette soirée-là, je ne sais pour quelle raison, je me retrouve à côté d'une personne que je connais pas vraiment. Je parle avec cette personne que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, que je ne connaîtrai jamais. Et en échangeant avec elle, je me rends compte que la personne, elle a plus de 1000 appartements. Il a plus de 50 ans. Waouh. Ouais, ça m'a impressionné. Je raconte cette histoire à tout le monde parce que incroyable. Ça m'a retourné le cerveau en fait. Il a un énorme patrimoine immobilier, il a plusieurs entreprises, bref, c'est un profil très particulier. On a très très peu parlé, comme je te dis, c'était pas je pense pas que ça devait arriver en fait. Il a très gentiment répondu à quelques questions, mais c'était très... il y avait de la pudeur, il y avait... de mon côté en tout cas, il y avait de la pudeur, il n'était pas obligé de répondre. Et cette rencontre, elle m'a tellement influencé qu'il en est découlé le fait qu'aujourd'hui, je vende une énorme partie de mon patrimoine, je suis en train de tout changer, de tout réorganiser en interne, on est en train de tout refaire. Et en fait, si tu veux, j'ai réalisé après cette rencontre
la force que pouvait avoir ce genre de... finalement, ce genre de rencontre, le fait de simplement être en contact avec quelqu'un qui a juste un petit peu d'avance sur toi, en fait. Rien... Aujourd'hui, même si... En fait, ce qui est gênant, je vais répondre dans la troisième partie à la question de départ, de ce qu'il y a de gênant derrière ces formations. Mais ce qu'il y a de génial, par contre, c'est que quand tu parles avec quelqu'un ou que tu es au contact de quelqu'un qui a énormément d'avance sur toi, il y a des visions, il y a des choses qui s'entrechoquent et ça te fait prendre conscience de ta vie. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Ça m'a fait prendre conscience de la vie que j'avais et de tous les changements que j'avais à faire pour arriver à un autre résultat. Juste pour information, en a découlé de cette rencontre un business plan qui a découlé sur une nouvelle association avec un partenaire bancaire qui me permet aujourd'hui, moi j'étais un petit peu bloqué dans mon patrimoine, et là ça me permet d'exploser tous mes chiffres de 80 à 100% supérieurs à ce que j'avais comme prévision dans les 5 ans à venir, quoi. Donc tu imagines, c'est incroyable voilà, pour juste une rencontre. Et encore une fois, voilà, on parle de... J'ai juste posé des questions, il a juste répondu, il m'a même pas donné de technique particulière, ça a juste changé ma vision de ce que je faisais, quoi. Ça a débloqué un truc dans ta tête et dans ton esprit, dans ton mindset. Exactement. Quoi. Ça a débloqué un truc dans ma tête et ça m'a fait accoucher d'un plan, d'un nouveau plan qui, je pense, est meilleur. Alors maintenant, je vais le vivre pour le savoir, mais c'est une autre histoire. Mais donc, voilà, donc il y a du positif dans tout ça. Maintenant, ça m'amène à la troisième partie de la réponse. Celle-là, elle est un peu plus dérangeante. Je pense que ce qui se cache derrière tout ça et qui crée un malaise, c'est, je vais appeler ça le phénomène du docteur, c'est que quand tu tapes sur Google un syndrome physique, tu vas trouver sur Doctissimo des réponses, mais ces réponses, elles remplaceront jamais un diplôme qui a été passé sur 10, 15 ou 20 ans d'études. Je pense que tu vois de quoi je parle. Oui, très bien. C'est surtout que tu as un cancer à chaque fois que tu vas sur Doctissimo, quoi. C'est ça, exactement. Et je crois que le fond du problème, il est là, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta question qui touche à la bourse, qui touche à l'immobilier, je ne parle pas des paris en ligne, parce que ça, c'est encore autre chose. J'en toucherai un mot juste après. En tout cas, qui concerne la bourse et l'immobilier, ce sont des métiers qui sont réglementés. Moi j'ai une carte professionnelle, j'ai même 3 cartes professionnelles, j'en parle jamais parce que ça fait genre, mais c'est la vérité. J'ai la carte de courtier en prêt, j'ai la carte d'agent immobilier, donc gestion et transaction, et j'ai la carte d'assurance, de courtier en assurance, il y a plusieurs niveaux, j'ai le niveau 1. Voilà. Et en fait, si tu veux, il y a des diplômes. Alors je sais que, bon voilà, aujourd'hui il y a des gens qui disent que les diplômes ça sert à rien, c'est vrai, mais ça sert à rien quand tu parles de ton argent. Sauf que là, on parle de l'argent des autres. Et je conseillerais jamais quelqu'un de faire ce que je fais parce que c'est pas mon argent, en fait. Et le malaise, il est là, en fait, de ces formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de formation officielle pour être investisseur, mais par contre, il y a des diplômes. Et donc, la problématique, elle est là, c'est qu'on a une flopée de personnes qui n'ont aucun diplôme dans ce domaine, qui ont une expérience, c'est vrai, mais il se trouve que leur argent, c'est pas celui de leurs clients. Tout à fait. Et donc, est-ce que la véracité de leurs conseils est à la hauteur de la conséquence qu'il peut y avoir derrière? Je ne le sais pas. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils aient un diplôme. Je dis juste que les gens qui écoutent ces conseils doivent bien mesurer le risque qu'ils prennent dans la mesure où ils l'écoutent. Et je vais clôturer cette tirade par quelque chose qui ne va pas du tout faire avancer le schmilblick, mais qui a besoin d'être dit. Il faut quand même savoir une chose, c'est que quelqu'un qui est professionnel dans son domaine sera toujours plus mauvais qu'un non-professionnel dans le domaine en question. Waouh, c'est intéressant, ça développe un peu. Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on veut bien penser. Et ouais, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine de l'immobilier, tu vas le mettre dans ce domaine, tu vas lui dire vas-y, donne-moi des conseils dans la finance et tout, il n'aura aucune connaissance, et ben il a beaucoup plus de chances de te donner des conseils très pertinents et vraiment très très bien pensé parce que justement il ne sera pas formaté au mode de fonctionnement du métier, alors que quelqu'un comme moi qui est vraiment formaté à ce métier-là, qui a été coulé dans le moule et qui pourtant, moi je suis plutôt un rebelle dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui va suivre les lignes, ben, j'ai quand même une espèce de moule derrière moi, scolaire, d'expérience, qui fait que je vais avoir je vais distribuer des conseils beaucoup plus aseptisés, beaucoup plus formatés, parce que je vais mesurer ce que je vais dire, alors que l'autre n'aura pas cette mesure-là et va peut-être t'embarquer, te lancer dans des projets qui seront les projets dans lesquels il faut être, parce qu'il aura cette façon de penser qui ne sera pas conventionnelle, quoi. Et qui est
qui est finalement très bonne pour l'argent, parce que l'argent aime bien les choses non conventionnelles, quoi. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que toi, en tant qu'expert, tu es justement enfermé dans ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, c'est-à-dire que tu t'adresses en fonction de ce que tu as appris, de ce que le milieu dans lequel tu baignes veut bien dire, et que des fois, tu es un peu des œillères malgré toi à cause de ça. Alors que quelqu'un qui n'y connaît rien débarque avec un regard complètement neuf et une espèce de naïveté et d'innocence par rapport à ça qui lui permet de voir des opportunités et de faire des liens là où toi, tu peux plus le faire parce que tu es enfermé dans ton carcan d'expert, quoi. Exactement. Moi, aujourd'hui, dans mon métier, dans les métiers de l'immobilier, je gagne ma vie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en rigole très souvent avec ma mère. Tu n'imagines pas combien de fois les agents immobiliers me disent, une fois l'acte signé, mais si j'avais su, on l'aurait vendu plus cher, quoi. Parce qu'ils sont enfermés dans un système et que moi, je suis pas, je suis pas enfermé dans le même qu'eux. Et du coup, je vois des choses que je vois pas et je fais mon beurre là-dessus. Mais par contre, dans les conseils financiers, dès que c'est l'argent des autres, moi, en tout cas, personnellement, je sais comment c'est, enfin, comme beaucoup de gens d'ailleurs, on sait comment c'est dur de gagner de l'argent. J'ai toujours du mal à arriver à conseiller mes clients de la même façon que moi je vais gérer mon argent, quoi. Voilà. Et c'est là où je pense que toutes ces formations que tu vois sont très bien parce qu'ils ne se posent pas ces questions-là, en fait. Et on va finir, et ça fait la jonction avec le pari. Pour proposer des formations sur le pari en ligne, il ne faut pas se poser de questions sur l'argent de tes clients, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Voilà, oui, c'est clair. Je peux l'affirmer à tous ceux qui m'écoutent, hein, si vous avez envie de prendre un programme pour mettre de l'argent dans une formation qui va vous permettre de gagner de l'argent en ligne, dès l'instant que vous avez un gain qui est supérieur à 15 ou 20%, c'est de l'entrepreneuriat. Et si c'est de l'entrepreneuriat, vous avez 90% de chances de perdre votre argent, quoi. Voilà. Parce que vous croyez dans votre tête que vous êtes sur un format d'investissement. Or, vous êtes dans un système où il vous faut être disponible 24 heures sur 24 parce qu'en fait, ce n'est pas de l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat. Et comme vous n'êtes pas disponible, vous allez perdre votre argent. Parce que l'argent, en fait, plus vous voulez qu'il vous rapporte, plus il faut que vous vous en occupiez, en fait. Donc, plus amen. Comment ? Amen. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, dès que tu dépasses les 15%, il se cache derrière un travail énorme. Moi, j'ai des investissements qui me rapportent plus de 15%. C'est un boulot de fou. Alors après, par contre, c'est vrai que dans ce que je fais, quand c'est fini, c'est passif pour le reste de ta vie. Ça, c'est vrai. Mais il y a quand même, pendant 2-3 ans, un travail de malade à faire pour avoir cette rentabilité supérieure. Et c'est pas sûr que la plupart des gens soient aptes à le faire. Donc voilà, et le pari en est l'exemple même. Moi, j'ai horreur des jeux d'argent. Hein. J'ai joué une fois dans ma vie au loto. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, donc voilà. J'ai toujours dit à tout le monde autour de moi, je sais gagner ces sommes sans avoir besoin de les jouer, donc je préfère travailler à comment gagner des millions plutôt que faire croire que je gagne de l'argent en grattant des bouts de papier, quoi. Ah, j'adore. C'est ma vision. Mais vision partagée, j'aime ce côté, on travaille dur pour ce qu'on a et on construit ce qu'on a, et voilà, je trouve qu'il y a une beauté. Alors ça, c'est ma tirade un peu lyrique, mais il y a une beauté dans le fait de travailler pour générer les résultats que tu souhaites, plutôt que de jouer ça soit sur l'argent de quelqu'un d'autre, soit sur le hasard, la chance ou ce que tu veux, tu vois. Et puis tu t'enlèves le côté répétable. Exactement. Je veux dire, c'est affreux, hein, ce que je vais dire, mais demain tu gagnes 3 millions. Aujourd'hui, avec la société de consommation au niveau où on en est, à Dubaï, les desserts, il y en a à 300 €. Donc, 3 millions, je ne vais pas dire que c'est vite dépensé, mais si tu aimes les belles bagnoles et les belles baraques, ça peut aller très très vite. Donc, si tu ne sais pas comment les regagner derrière, moi personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Ah non, mais 3 millions, franchement, quand tu as des impôts dessus, tu achètes un appartement à Paris, si tu veux un joli appartement avec 3 chambres, ça te coûte déjà 1 million, ça va extrêmement vite. Et les belles voitures aujourd'hui, c'est très vite plus de 100 000 €. Exactement. Donc, non, mais voilà, ça va très très vite. Mais de toute façon, j'avais vu une étude un jour qui disait que plus de 90% des gagnants au loto perdaient l'argent dans les 5 à 6 premières années, quoi. Bah, l'argent, c'est le seul, comment dire, c'est sûrement le seul, je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs, j'allais dire bien, mais... La denrée. Ouais, c'est la seule denrée mathématique qui se gère de manière émotionnelle, qui n'a aucune logique derrière, en fait. Donc les gens l'abordent mathématiquement, mais c'est la dernière chose à faire, quoi. C'est juste émotionnel, l'argent. Donc il y a rien de logique avec l'argent, et il y a tellement de gens qui comprennent pas ça, en fait, qui sont persuadés que leur argent c'est logique. C'est complètement illogique, l'argent. En fait, on a de l'argent pour ce qu'on veut bien, quoi. C'est pas mathématique, ouais. C'est tout. Moi j'ai toujours acheté de l'immobilier.
Et j'ai toujours, enfin, c'est mon truc, quoi. J'adore acheter des immeubles, j'adore ça, voilà, c'est mon délire, je dépense mon argent là-dedans. Et il y a combien de gens autour de moi qui n'ont jamais rien compris à ça? Ils n'ont jamais rien compris, ni en termes de vie au quotidien, parce que pour eux, en fait, il y a un décalage entre ma vie au quotidien et ces achats, ni d'ailleurs à la finalité que ça pouvait apporter. C'est-à-dire que, encore que maintenant, moins quand même, il y a des gens qui comprennent maintenant. Mais pendant des années, les gens ne comprenaient pas autour de moi. Que ce soit ma famille ou mes amis, ils ne comprenaient pas ce que je faisais en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et j'avais une question qui n'était pas prévue, mais qui me vient en tête là. Est-ce que ça te parle le concept du plafond de verre ou pas? Alors, moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes dans mon audience, même moi, j'y suis confrontée, et puis on a tous des plafonds de verre qui arrivent régulièrement. Comment tu perçois les choses et comment, toi, quand tu es confronté à cet effet. Alors pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, le plafond de verre, c'est un espèce de blocage psychologique qu'on fait par rapport à un certain revenu. Donc généralement par rapport aux premiers 10 000 euros, la première fois qu'on doit facturer 1 000 euros à un client, on fait une espèce de rejet, de blocage. Et là où ça devient un petit peu pervers comme effet, c'est que des fois on va s'auto-saboter sans en avoir conscience parce qu'on aura peur de franchir ce cap. Donc il y a des caps symboliques, il y a les premiers 1 000 euros, les premiers 50 000, les premiers 100 000, le premier million, etc. Et du coup, toi, qui es au niveau des revenus, je le devine, beaucoup plus avancé que moi, que mon audience, etc. Comment tu as vécu tes plafonds de verre? Comment tu les as dépassés, etc. Quels conseils tu peux nous donner? En fait, je suis embêté avec cette question parce que... Alors déjà, désolé. Oui, mais je suis embêté parce qu'il faut que je recadre le débat. Parce que déjà, il faut que les personnes qui écoutent, il faut comprendre, il y a plusieurs raisonnements en termes financiers. Il y a le raisonnement du salariat et tu peux avoir des plafonds de verre en termes de revenus mensuels. Ensuite, il y a le raisonnement de l'entrepreneur qui peut être un plafond de verre de chiffre d'affaires, un plafond de verre en termes de revenus ou de facturation, comme tu l'as dit, Aline. Et puis, il y a un autre raisonnement qui est plutôt le mien, qui peut être un plafond de verre en termes de capital. Moi, je raisonne beaucoup en termes de capital. Donc, c'est-à-dire que j'ai un capital que je veux faire grossir et que je veux voir grossir le plus possible. Je rigole parce que j'ai une précision à te donner. Il faut faire aussi attention. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'étais jeune de ne pas confondre le chiffre d'affaires avec la marge, de ne pas confondre le chiffre d'affaires avec le capital. Donc, très rapidement, parce que sinon, on va rentrer dans un cours ennuyeux, donc je vais essayer de faire simple. Tu peux gagner 10 000 euros par mois et avoir 0 euros de capital. Tu peux gagner 1 000 euros par mois et avoir 10 millions d'euros de capital. Tu peux avoir 100 000 euros par mois de revenus, 10 millions d'euros de capital, tu peux avoir rien de tout ça. Il y a autant de possibilités que ce que vous pouvez imaginer. Il y a même des gens qui peuvent avoir du capital, du chiffre d'affaires, des dividendes, bref. Voilà, vous prenez tous les types de revenus que je vous ai donnés et vous pouvez tout imaginer, tout existe. Moi, je raisonne en termes de capital global, c'est-à-dire que j'ai un capital et je veux l'amener le plus haut possible. Donc moi, mon plafond de verre, il est en termes de capital. Je vais revenir à la petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure. J'ai raconté que j'ai croisé cette personne-là et qui m'a fait tout rechanger. En fait, j'étais à un plafond de verre. C'est-à-dire qu'au niveau de mon capital à ce moment-là, je savais, je pense que j'avais encore un petit peu de la marge pour faire monter mon capital, mais je savais que j'arrivais en bout de course. C'est-à-dire que allez, je pense que j'avais encore 2-3 opérations à sortir, peut-être même qu'une en fait, je ne le sais pas, et je pense que j'aurais été bloqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Moi, je suis quelqu'un de très radical. Je me suis posé, j'ai tout regardé, et j'ai effacé tout ce qui ne me convenait pas. Ensuite, j'ai effacé tout ce que je pouvais améliorer, et ensuite, j'ai effacé tout ce qui allait me permettre d'aller plus vite. Alors, quand je dis que j'ai effacé, ça veut dire que moi, je raisonne en termes de biens. J'ai vendu des biens, j'ai recréé des sociétés, j'ai vendu des sociétés. Enfin bref, on a tout repensé pour maintenant redépasser cette nouvelle, aller au maximum d'une nouvelle limite. Donc, pour répondre à ta question, mais je ne suis pas un exemple, je suis quelqu'un de radical. Quand je ne réussis pas quelque chose, je prends, j'efface et je recommence. Non, mais c'est hyper intéressant. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. Chacun le gère comme on veut. Mais ça me parle ce que tu dis, le fait de prendre, d'effacer ou d'enlever tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que ça me rappelle cette citation, je crois que c'est Einstein qui disait ça, je ne suis pas sûre de moi, qui disait la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent. Exactement. Donc en fait, c'est ça, c'est que c'est un moment, si on bloque sur quelque chose, que ce soit un plafond de verre ou même autre chose, et qu'on continue à faire la même chose en espérant un résultat différent, c'est de la folie, c'est n'importe quoi. Et donc le fait de
tout changer, je peux complètement comprendre. En tout cas, moi, ça l'est toujours, hein, c'est très bénéfique. Et je vais même te dire qu'aujourd'hui, ça me pousse dans des réflexions sur lesquelles je refusais d'aller, en fait. Parce que du coup, quand tu fais ça, je vais dire une chose, je pense pas que ce soit vulgaire ce que je vais dire, mais je m'excuse d'avance si ça l'est. T'inquiète pas. En l'occurrence, tu vois. Non, mais je sais, des fois, j'ai des emplois des termes et des fois, on me dit autour de moi, c'est bon, bref, on verra bien, mais ça l'est pas. J'ai vendu dans ce que j'ai décidé de vendre, j'ai vendu ce qu'on appelle les bijoux de famille. C'est ça, je sais pas si c'est vulgaire ou pas. C'est-à-dire que j'ai vendu des bâtiments qui sont ultra rentables et que je n'aurais jamais dû vendre. Et c'est pas des décisions faciles à prendre, mais je suis convaincu aujourd'hui que j'ai pris les bonnes décisions. Et en fait, en faisant ça, il s'est passé des choses que tu peux pas prévoir en fait, qui t'arrivent que si tu prends ces décisions-là, dont notamment un acquéreur là qui m'a fait une demande dans son offre d'achat un petit peu originale. Auquel j'avais jamais été confronté, qui m'oblige à faire un travail avec le comptable que je me refusais à faire depuis des années, et bref, qui me fait me mettre le doigt sur des choses qui, je pense, expliquent le plafond de verre, en fait, qui te font te dire, ben, c'est peut-être à cause de ça, en fait, que je suis bloqué. C'est peut-être parce qu'à aucun moment j'ai voulu faire ça, que, ben, à un moment donné, j'ai été arrêté, et que peut-être maintenant, ben, si tu te mettais à le faire, voyons voir ce qui va arriver, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais non seulement je vois, mais je suis totalement d'accord. Je t'avoue, je l'ai vécu il y a pas très longtemps, pareil que toi, en me mettant dans une situation inconfortable que je maîtrisais pas et qui semblait pas logique. Quand j'ai arrêté mon activité de freelance, qui était 80% de mes revenus, pour dire ok, je vais faire du business coaching à 100% de mon temps et comme je suis pas formée, je repars sur les bancs de l'école. Tout le monde m'a regardé avec des grands yeux en disant mais t'es folle quoi, tu vois. Et en même temps, tu sais que c'est la bonne décision. Mais j'allais te le dire, moi, c'est marrant, je l'ai vécu, moi, ça, quand j'ai repris mes études, c'était en 2014, tu vois, ça date pas d'il y a 10 ans, quoi. Et en fait, c'était pas, j'ai vécu un petit peu la même chose que toi, et comme tu dis, en fait, c'est pas conventionnel parce que c'est rare les gens qui d'eux-mêmes décident de reprendre des études, mais généralement, je pense que ceux qui le font, et donc en l'occurrence toi, tu le fais parce que tu sais que c'est ça en fait. Et c'est la donnée qui manque aux gens autour de nous quand ils nous voient faire ça, c'est-à-dire que ils n'ont pas cette passion, je pense, pour ce que tu es en train de faire en fait. Et comme ils l'ont pas, il leur manque une donnée au problème qui justifie ton comportement et qui eux, ben voilà, n'auront pas le courage de faire ce que tu fais. En tout cas, bravo, parce que voilà, chacun son expérience de vie, mais en tout cas, moi, j'ai été très heureux de retourner à l'école et je pense que tu seras très heureuse d'y retourner. Mais du coup, pour en revenir un petit peu à comment on dépasse un peu les plafonds de verre ou même une difficulté de manière générale, avec ce qu'on dit, je pense qu'on peut résumer en disant qu'il faut accepter, en fait, de reculer pour mieux sauter. Il faut accepter de baisser ses revenus pour en générer plus. Il faut accepter de remettre en cause tout ce qui marchait actuellement pour trouver des nouveaux systèmes et ça marche que comme ça. Et une fois qu'on a intégré ça dans sa mentalité, c'est beaucoup plus simple de passer au niveau supérieur en fait. Exactement. J'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. Moi, ma phrase, elle est légèrement un peu différente de la tienne. Moi, c'est faire 2 pas en arrière pour en refaire plus après. Je dis ça comme ça. J'ai écouté un podcast l'autre jour où il y avait une métaphore qui m'avait beaucoup plu. C'était à un moment, quand tu dois changer de carburant, l'avion doit atterrir à un moment ou à un autre. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. C'est vrai que c'est très sympa comme métaphore. C'est exactement ça. Ah, mais c'est les Américains, ils ont toujours les bonnes métaphores. Il me reste 2 petites questions. C'est un long podcast, mais j'adore écouter ton point de vue. C'est hyper enrichissant, je trouve. Si tu devais donner 2 conseils à un entrepreneur qui souhaite commencer à investir, mais qui n'y connaît absolument rien, ce serait lesquels ? Le premier conseil moi, dès qu'on me parle de commencer à investir quand on n'a jamais rien fait, le premier conseil qui est valable pour tout le monde de toute façon, de tout temps, mais qui est spécifiquement quand même pour l'investissement, c'est de se mettre à bien gérer ses comptes, soit si on n'y arrive pas, d'apprendre à gérer ses comptes. Ça paraît bête, mais en fait, l'investissement, ça va être une ligne de compte qui va s'ajouter à celle que tu as déjà. Si celle que tu as déjà, t'es pas fichu de la gérer correctement, exactement, je suis pas sûr qu'une deuxième ligne va t'arranger ton problème d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, commencer par le commencement, comme dans tout d'ailleurs. Et donc, ça serait ça, ouais. Le premier conseil que je donnerais à n'importe qui se lance, c'est... je lui poserai la question d'abord, comment tu gères tes comptes ? Est-ce que ça va pas ? Et en fonction de la réponse, dans tous les cas,
Et c'est fou ce que je vais dire, mais dans tous les cas, quand même aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la gestion de compte. Même une piqûre de rappel pour quelqu'un qui gère bien ses comptes, je pense que ça fait de mal à personne. Et je vais même me permettre un espèce de petit aparté pour toutes les personnes qui sont économes et qui gèrent bien leurs comptes, mais qui sont très économes. Apprenez à dépenser de l'argent aussi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les mecs qui dépensent trop, ceux-là doivent apprendre bien évidemment à gérer et à économiser. Mais il y a des gens aussi qui économisent trop et ceux-là doivent apprendre à dépenser parce que l'investissement et l'argent de manière générale, ça reste un flux. Et donc si tu donnes pas le change à ce flux, si tu permets pas à l'argent de circuler, tu n'y arriveras pas. Donc que tu sois dans un extrême ou dans l'autre, il faut apprendre à lâcher du lest ou à engranger un peu d'économie pour arriver à bien gérer son investissement. C'est même un petit peu, moi je suis très un petit peu genre loi de l'attraction, un truc un petit peu perché comme ça, mais il y a aussi cette idée de tu donnes ce que tu reçois et tu reçois ce que tu donnes. Donc si tu n'apprends pas à dépenser de l'argent, tu ne peux pas en recevoir. Si tu es en train de faire tes comptes et d'économiser au centime près, t'es pas dans une logique d'engranger des grosses quantités, quoi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'état d'esprit aussi. C'est l'état, ouais, ça c'est lié un peu à tout en fait. Il y a une circulation qui doit se faire et pour accepter cette circulation, il faut que tu puisses lâcher des deux côtés. Après, bien évidemment, voilà, on en revient toujours à la base de la base, quoi. C'est-à-dire que il faut prendre le conseil qui s'adresse au profil de chacun d'entre nous. Hein. Je dis pas à un mec dépensier de dépenser plus. Hein. On est bien d'accord. Hein, voilà. Non, mais je le rappelle quand même parce que tout le monde au shopping. Et après, le deuxième conseil, c'est en investissement. J'hésite entre plusieurs, en fait, mais je dirais que n'arrête jamais d'investir. N'arrête jamais parce que finalement, si tu commences, il faut que tu acceptes cette règle, c'est qu'il vaut mieux pas. Enfin, à commencer, il faut accepter de ne jamais arrêter parce que si tu arrêtes. Moi, j'ai vécu des trucs un peu fous, hein, d'ailleurs, grâce à Internet. Et ça m'a fait du bien. J'ai vu des investisseurs qui avaient arrêté d'investir. Et il ne faut pas arrêter d'investir. Voilà. Si tu commences, c'est pour jamais t'arrêter. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes ? C'est comme tout, en fait. Quand tu arrêtes quelque chose, je crois que c'est marrant parce que ça fait que ce podcast sera commencé comme il va se terminer. Ça me fait penser à YouTube, en fait, tu vois. Quand tu arrêtes quelque chose... en fait, c'est plus. En fait, tu tombes dans une espèce d'attentéisme, ça traîne en longueur et ça devient hyper complexe de revenir en fait. Tu te complexifies la chose et le pire, en fait, je sais pas si tu connais cette théorie. Si tu crées une entreprise et qu'elle fait 1 million d'euros tous les ans pendant 20 ans, eh bien, il est très probable qu'à partir d'un certain nombre de temps, elle commence à perdre de l'argent, mais même plus vite que ce que tu peux croire en fait. Et ben, c'est pareil que pour tout. Il vaut mieux pas commencer quelque chose pour l'arrêter en fait. Si tu commences un truc, c'est pour aller au bout quoi. Donc, si tu commences si tu décides, si tu es là et que tu m'écoutes et que tu te dis, voilà, je veux investir, je décide aujourd'hui de commencer à investir. Ok, très bien. Tu veux commencer, eh ben, dis-toi que tu n'arrêteras jamais. Parce que si tu arrêtes, tu es mort en fait. C'est un peu moi j'aime bien les métaphores, mais c'est la métaphore du vélo en fait. Pour que le vélo il continue à avancer, il faut pédaler. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. C'est ça. Ok. C'est ça. Et c'est un peu pour ça que tu comprends aussi ces notions de grosses familles. Tu sais, il y a toujours des grosses familles qui ont beaucoup d'argent, tu vois, le délire. C'est fait boule de neige. Ouais. C'est ça en fait. Ils ont quelque chose à transmettre en fait. Ils ont une base de quelque chose à transmettre qui doit continuer de rouler en fait, comme ton vélo. Et donc après, les enfants doivent prendre la suite parce que s'ils s'arrêtent, ça meurt. D'accord. Mais du coup, est-ce que on peut quand même vouloir investir à petite échelle sans vouloir forcément construire un empire du CAC 40 ? En fait, si tu veux. Ce qu'il faut comprendre avec l'investissement, c'est que tu vas gagner de l'argent en plus. Donc, si tu t'arrêtes d'investir, tu vas générer surtout des impôts en plus, en fait. D'accord. C'est vraiment un engrenage. Hein. C'est pas vicieux. On va pas aller jusque-là. Effectivement, tu n'es pas obligé de tomber dans un truc du CAC 40. Mais enfin, je peux pas te mentir non plus. Il y aura toujours un moment où tu devras t'en occuper, quoi. Oui. Et il y a un moment où les impôts seront là à taper à ta porte en disant salut, quoi. C'est ça. Hein. Moi, je l'ai souvent dit sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs, je le dis très souvent. Moi, j'ai jamais été aussi bien qu'avec 10 apparts. Parce que c'est vrai que ça me permettait d'avoir ma vie à côté. Je gagnais de l'argent. Bon, voilà. Mais en réalité, une fois que tes 10 apparts sont soldés, que tu n'as plus de crédit, etc., tu te rends compte que tu génères un paquet d'autres problèmes que tu vas devoir gérer et que donc de toute façon à un moment donné tu devras vendre quelques appartements pour un petit peu dynamiser tout ça. Donc du coup comme tu as de l'argent, c'est con de le dépenser, donc tu vas devoir réinvestir. Donc finalement
disons simplement que tu t'arrêteras jamais. Après, tu n'es juste pas obligé de le faire, comment dirais-je, comme un gros malade comme moi, quoi. Voilà, tu peux décider de le faire à côté de ton temps. Effectivement, après, quand tu as un petit matelas confortable, ça peut te prendre quelques heures par mois. Tant que tu t'en occupes, ça va tourner, quoi. Mais tu ne pourras pas t'arrêter complètement, ne rien faire. Enfin, pour moi, c'est utopique de croire que tu devras ne jamais rien faire, quoi. Voilà. Non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que toi, on sent que tu es dans une logique, comme tu viens de le dire, je reprends tes mots, d'investir comme un malade et j'adore. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont juste envie d'investir un petit peu à côté pour avoir une petite rentrée d'argent ou préparer tout doucement leur retraite, mais qui n'ont pas non plus envie forcément de plonger dans le grand bain d'un coup et d'aller nager avec les requins, quoi. Mais c'est aussi possible. C'est possible, mais à un moment donné, ils finiront de payer leur crédit et à ce moment-là, il faudra qu'ils remettent le pied à l'étrier. C'est ça, en fait, qu'il faut accepter. Donc, il y a une espèce de suivi tout au long de la vie de l'investissement qu'il va falloir assurer, qui va pas te demander un temps de ouf, mais qu'il faut que toi t'intègres dès l'instant que tu amorces le processus. Dès que tu l'amorces, il faut que tu acceptes ces espèces de ce besoin que vont avoir tes investissements de toi à des moments qui seront, et je tiens à le préciser, qui sont jamais les bons moments. D'accord. Tes investissements ont besoin de toi toujours quand il faut pas toujours quand toi t'as pas envie d'y être, quoi. Voilà. Toujours comme ça. La loi de Murphy. C'est la loi de Murphy, c'est exactement ça. D'accord. Et donc pour vulgariser ce qu'on vient de dire, parce que j'aime bien quand les choses sont extrêmement claires, en gros, quand tu achètes un appartement et que tu as fini de rembourser ton crédit, c'est à ce moment-là où tu te prends tellement d'impôts sur la gueule que tu as ou le choix de réinvestir cet argent pour acheter un autre appartement et donc de continuer dans l'investissement, ou alors tu es obligé de revendre l'appartement pour solder tes dettes. C'est un bon exemple. Si tu achètes... Ouais. Alors la réponse est oui, il y a juste des petites précisions. Si tu n'achètes qu'un appart, il va y avoir encore plus de réflexion. C'est-à-dire que si tu as acheté un appart à Paris qui t'a coûté 1 million d'euros, ça va être intéressant de racheter un second appart parce que en prenant un deuxième appart à 1 million d'euros de crédit, on fait actif moins passif. Ça fait que tu te retrouves avec 0 euros sur ton bilan financier. Et donc en France, comme on a l'ISF, enfin l'IFI maintenant, mais bon, c'est toujours l'ISF pour moi, tu vois, tu t'éloignes de l'ISF dans cette logique-là. Donc après, effectivement, en fonction de ce que tu achètes, tu auras toujours des décisions à prendre, très différentes les unes des autres, mais qui devront être prises et qui nécessiteront ton intervention. C'est hyper intéressant et moi je crois que c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience au début de notre podcast et dont je viens de prendre conscience maintenant en t'écoutant, c'est que quand tu commences à investir, c'est pas genre t'investis une fois et après t'as un petit matelas confortable pour le reste de ta vie. C'est quelque chose qui va te demander un effort constant, pas un effort de dingue, pas forcément, ça tu choisis l'intensité, mais il faut savoir que ça va être un effort constant pour le restant de ta vie. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, à l'échelle de ce que tu achètes, à l'échelle sera ton effort. C'est génial. Et je trouve que je n'aurais pas pu rêver meilleure façon de clôturer le podcast. Et du coup, je pense même que je vais le renommer parce qu'on a tellement parlé d'autre chose que d'investissement, on a parlé d'argent, on a parlé d'entrepreneuriat qu'on va trouver un titre un peu plus global. Mais waouh, merci pour tout ce que tu as apporté, pour toute la valeur que tu as apportée, pour tes conseils. Moi, j'ai énormément appris, je t'avoue. Écoute, avec plaisir et merci de m'avoir invité. Mais non, mais c'est avec plaisir. Alors, petit message pour l'audience, parce que c'est le moment de faire nos pubs respectives. Première chose, je voulais dire que donc là, Nicolas, il est venu faire un podcast ici avec Beboost, mais Beboost est aussi allé faire un autre podcast chez Nicolas. Et de quoi on a parlé? On a parlé d'entrepreneuriat, de monter sa boîte, de la féminité aussi. Être femme et entrepreneuse, on a parlé de ça parce que Nicolas, en tant que mec, avec beaucoup de questions sur le sujet, c'était rigolo. Mais en vérité, tous les hommes, tous les mecs ont ces questions-là, mais bon, je me suis fait le porte-parole. Mais on apprécie et j'espère m'être faite porte-parole j'ose espérer d'une majorité de femmes, j'espère. Mais voilà, donc dans ce cas-là, si on veut retrouver ton travail, Nicolas, si on veut retrouver ce podcast qu'on a fait ensemble, ce deuxième podcast, et même te suivre de manière générale, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, j'ai tout qui est centralisé sur un site immobiliercompagnie.com et après, comme toi, je suis sur iTunes, YouTube, mais tout est centralisé sur le site. Donc toi, c'est à un site, dont je mettrai le lien dans la barre d'infos, et plutôt podcast du coup. Un site et un podcast. Ah oui, comme j'ai dit au début et à la fin d'ailleurs, les vidéos, c'est un peu compliqué pour moi à ce moment. Ok, donc personne ne partagera le lien de ta chaîne YouTube. Et on ira directement te retrouver sur ton podcast. C'est ça. Merci énormément, Nicolas, c'était un plaisir. T'es le tout premier invité de ma chaîne de podcast. C'est ouf, hein ? Je suis ravi et je suis très content d'avoir échangé avec toi. J'ai vraiment apprécié
de tous les échanges d'ailleurs, parce que il y a eu un travail qui a été fait avant et c'est tout est. Merci beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mais c'était vraiment un plaisir partagé. J'aurais pas pu rêver meilleur premier invité pour ce podcast. T'es encore là? Oui, je savais pas si tu faisais une clôture. Je savais. Ouais, non, allez, je vais faire la clôture. Merci à tous, à la prochaine. Voilà, c'est la clôture de la loose. Attends. Non, mais je sais pas comment on clôture un truc comme ça. Merci à tous d'avoir écouté. Je sais pas moi. Non, allez, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis, des étoiles sur votre application de podcast. Spécialement là, si vous êtes sur YouTube, là, je vous regarde dans les yeux. C'est vraiment ça qui aide le podcast à vivre, à se faire connaître et tout. Donc, je compte sur vous. N'oubliez pas d'aller voir aussi le travail de Nicolas. Encore une fois, il a son livre, les 100 premières pages, disponible gratuitement, sans adresse mail, en téléchargement pour découvrir son travail. Moi, j'ai adoré ce qu'il avait fait. Donc voilà, une bonne personne à suivre qui change un petit peu les personnes qu'on a l'habitude de croiser dans notre petite communauté sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça passionnant. Merci à tous. Merci Nicolas. Et puis à la prochaine. Merci, au revoir. Ciao.